Michel Fourniret lui a été mis en examen dans une nouvelle affaire, la disparition de Lydie Lauger dans l'Orne, une affaire qui date de 1993. Le corps de la jeune femme, alors âgée de 29 ans, n'a jamais été retrouvé. Bonjour, Lydie Lauger est-elle la 12e victime de Michel Fourniret? La seule jeune femme qu'il aurait donc tuée et fait disparaître entre les années 1990 et 2000, la fameuse période blanche au cours de laquelle le tueur des Ardennes et son épouse Monique Olivier seraient restés en sommeil. Pendant plus de 15 ans, la disparition en Normandie à la Noël 1993 de Lydie Lauger est restée une pure énigme, ni témoin, ni indice, aucun corps jamais retrouvé. Pas de piste précise, celle d'un quelconque tueur en série de femmes n'ayant jamais été explorée à l'époque. Jusqu'à ce que le probable ADN de cette jeune maman soit retrouvé dans la camionnette de Fourniret, dans ce sinistre fourgon où il avait pour habitude de séquestrer ses victimes. Par quel hasard les routes du tueur et de la jeune femme se seraient-elles croisées? Qu'a raconté vraiment le serial killer aux policiers et à la juge sur cette histoire? Pourquoi un témoignage pourrait encore tout changer? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les sœurs de la disparue. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, une disparition jamais élucidée, celle de Lydie Lauger en Normandie, quelques jours avant la Noël 1993. Effacée tout d'un coup du paysage, plus aucune nouvelle, aucun corps retrouvé. Les premières investigations vont se concentrer sur son entourage direct. Samedi 18 décembre 1993, aux alentours de 19h, Lydie Lauger, 29 ans, gare sa Volkswagen Polo blanche devant le pavillon où elle vit seule à Saint-Christophe-le-Jajolais, une commune de 240 habitants dans l'Orne. Lydie Lauger a passé une bonne partie de l'après-midi à Argentan, la ville voisine à une dizaine de kilomètres. Avec une amie, Isabelle, elle a fait des courses dans les boutiques du centre-ville, puis dans 2 supermarchés. Elle a notamment acheté un sapin de Noël qu'elle a décidé de ne pas décorer toute seule. Elle veut attendre pour cela le retour à la maison de son fils unique, le petit Julien, 7 ans. Il doit rentrer le lendemain avec son père. Le couple, en instance de divorce, s'est beaucoup déchiré ces derniers mois. Chacun vit de son côté. Arrivée chez elle, Lydie Lauger sort ses sacs de courses de son coffre et son sapin de Noël qu'elle dépose dans l'entrée. Elle passe quelques coups de fil à son propriétaire, à sa famille, à ses beaux-parents qui gardent alors son fils. La suite est un trou noir. À partir de 20h, 21h, Lydie ne répond plus au téléphone, elle n'appelle plus personne. Sa sœur Sophie ne parvient pas à la joindre et va raconter avoir eu tout de suite un sombre pressentiment. Dimanche 19 décembre, comme prévu, le mari de Lydie Lauger ramène Julien chez sa mère. La Polo blanche est stationnée devant la porte du garage. Les clés sont encore sur le contact. Personne ne répond au coup de sonnette. La porte est verrouillée. Le mari décide de rentrer chez lui. La journée de lundi s'écoule. Mardi, toute la famille, accompagnée du propriétaire qui a un double des clés, se rend chez Lydie Lauger. La maison est vide. Aucun désordre ne règne dans les pièces. Pas de signe d'effraction, pas de dégâts. Dans la chambre, le lit n'est pas défait, du linge est encore dans la machine, le chauffage tourne normalement, le sapin de Noël est resté couché sur le carrelage dans le couloir. Aucune trace de Lydie. Ses sœurs ne croient pas une seconde qu'elle ait quitté volontairement son domicile. Impossible qu'elle ait rejoint quelqu'un, un mystérieux amant, comme va dire la rumeur, sans les avoir prévenus. Qui plus est, elle n'aurait jamais laissé derrière elle son petit Julien. Les sœurs de Lydie, les proches, vont battre la campagne pour la retrouver. Sa mère va lancer un premier appel à témoins. Si elle est vivante et en bonne santé, qu'elle sache que toute la famille l'aime et attend de ses nouvelles, est-il mentionné. La justice est embarrassée avec cette affaire Lauger, à savoir la disparition d'une femme majeure. On ne savait pas dans quelle direction aller, il n'y avait aucun élément matériel, aucun indice qui suggérait une disparition volontaire ou un enlèvement, confiera au journal Libération le procureur de l'époque. Le 25 février, soit plus d'1 mois après la disparition, une enquête préliminaire est ouverte. Il faut attendre 3 mois
mars 94, pour qu'un juge d'instruction à Argentan soit désigné pour retrouver cette femme qui porterait un manteau de cuir marron, jupe ou pantalon, bottes de cuir, mocassins ou baskets, on ne sait pas. Les gendarmes se tournent tout naturellement vers le mari. Il exerce la profession de commercial. Le couple battait de l'aile et se disputait. Lydie traversait une période sombre. Elle était la chose, la boniche de son mari. Je sais qu'il était violent, j'ai vu comment il lui parlait, affirme sa sœur Sophie. L'époux est entendu par les enquêteurs, il dit tout ignorer des motivations du départ de sa femme, il a un solide alibi. Il ne pouvait pas se trouver à Saint-Christophe-le-Jajolais le 18 décembre au soir. 12 août 1998, après 4 ans et demi d'enquête, un non-lieu est prononcé. Et un non-lieu, ce qui ne signifie pas la clôture du dossier, qui pourra être rouvert si de nouveaux éléments apparaissent. On va voir que cette procédure va connaître bien des vicissitudes et des rebondissements. Il faudra attendre encore des années pour que le nom de Fourniret apparaisse, mais nous allons voir tout cela au fil de l'heure du crime. Bonjour, maître Corinne Herman. Bonjour, Jean-Alphonse Richard. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes évidemment avocate, et vous, dans cette affaire, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. C'est un dossier que vous suivez avec vraiment beaucoup de tension et d'attention, j'ai envie de dire, et ce depuis longtemps, parce que on a envie effectivement que cette enquête finisse par donner des signes et qu'on se rapproche de la vérité. La famille aussi, on va en parler tout à l'heure avec les sœurs de Lydie Loger. Alors pour l'heure, on reste sur sa disparition. C'est un départ qui est très brutal. Et ce que dit le procureur à l'époque d'Argentan, il dit on est perdu, on n'a pas de piste, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien oui, une femme d'un certain âge qui est une maman qui disparaît de son domicile, c'est quelque chose d'incroyable. Où chercher, où trouver une piste. Elle est rentrée chez elle, elle s'est volatilisée de chez elle et elle était toute seule dans son pavillon. Elle était au bout d'un chemin. Il y avait des champs à l'orée de sa maison et donc voilà, aucune trace, rien. Personne n'a rien vu. Peut-être. C'est une question du coup, maître Herman. On espère que quelqu'un a vu quelque chose. Il y a quelques petits témoignages de bruit, de voitures entendues, de choses comme ça, mais c'est tellement un fil ténu, c'est tellement fin que ça ne suffit pas pour l'instant. Oui, parce que il faut bien le rappeler, c'est presque un hameau, oui. Cet endroit. Les maisons sont plutôt isolées, mais on se dit que quand même dans ce genre de village, tout le monde voit tout le monde, j'ai envie de dire. On voit passer les gens. Et là, à l'époque, en tout cas, personne ne se manifeste. Alors, on est aux fêtes de Noël, il fait vraiment sombre tôt, mais c'est vrai que dans ces petits villages, on sait tout de son voisin, normalement. Et là, effectivement, personne ne voit rien. Alors, on va entendre des cris, on va voir un véhicule, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Bonjour Virginie et Sophie Loger. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne, évidemment, on vient d'en parler avec maître Herman, sur le jour de la disparition de votre sœur Lydie. 18 décembre 93, je le rappelle, elle a 29 ans. Sophie, je commence par vous. Vous avez essayé de la joindre ce jour-là. Je l'ai dit, je l'ai raconté, elle ne vous a pas répondu. Et tout de suite, et vous l'avez dit à l'époque, vous avez eu un étrange pressentiment. C'est ce que vous dites, expliquez-nous. C'est parce que j'ai ressenti ce soir-là que ma sœur m'appelait. C'est-à-dire ? Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. C'est à l'intérieur. Je ressentais que ma sœur m'appelait. Donc j'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises ce soir-là. Et je ne l'ai pas eu au téléphone. Donc, comme j'ai essayé toute la nuit de l'appeler, le lendemain matin, j'ai appelé ma maman pour lui demander si elle avait eu des nouvelles de Lydie. Elle m'a dit oui, on l'a eu hier soir vers 19h, vers 20h. Et maman me dit comme ça qu'ils avaient eu Lydie. Et puis moi, je dis, écoute, j'ai pas dit tout de suite à ma maman ce que je ressentais. J'ai essayé tout le dimanche d'appeler encore ma sœur, dont j'ai pas réussi. Et là, le dimanche soir, j'ai dit à maman, il y a eu quelque chose parce que j'ai pas réussi à avoir Lydie. J'étais pas bien. Vous étiez pas très bien. Il y a un malaise qui s'installe parce que c'est pas normal ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à Lydie de disparaître comme ça sans donner de nouvelles. Non, du tout, absolument pas, non. Non, Lydie. Elle est pas comme ça ? Absolument pas, non. Elle est pas du tout comme ça. Lydie est quelqu'un qui peut pas rester seul, déjà.
Donc elle vivait très 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 mal son instance de divorce. L'éloignement de son petit garçon, c'est ça aussi? Son petit garçon, elle l'avait en garde alternée, mais elle n'aurait jamais abandonné son fils de toute façon, parce que son fils, c'était sa vie, comme beaucoup de mamans. Donc, donc le dimanche soir, le papa du petit garçon devait ramener à sa maman et il a été voir la gendarmerie pour dire qu'elle était absente. Virginie Loger, vous avez le même sentiment que votre sœur quand justement Lydie disparaît? Alors moi à l'époque j'étais très jeune, j'avais pas de téléphone, j'avais un petit studio. Et du coup non, moi c'est à partir du lundi où on s'est contacté, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis en plus au moment des fêtes, on l'a attendu. On l'a attendu. Vous aviez prévu, je vous suppose, de vous retrouver en famille pour ces fêtes? Bien sûr, on l'a cherché. Bien sûr. Maître Corinne Herman, on entend ce que disent les deux sœurs de Lydie. On peut penser à une disparition volontaire parce qu'on vient de le dire, elle va pas très bien, et Lydie est en pleine instance de divorce, etc. Mais néanmoins, ça cadre avec rien. Non, mais on pense toujours à une disparition volontaire. En fait, quand on a quelqu'un qui est majeur, on pense toujours que cette personne, elle est partie avec un amant, ou elle a voulu faire sa vie, ou elle est, d'abord surtout sur les femmes, on les juge très facilement et très rapidement. Et puis, on oublie qu'elle était mère, on oublie qu'elle voulait reconquérir son mari, on oublie que c'était une battante quand même, on oublie qu'elle avait un enfant, qu'elle voulait faire les fêtes avec son enfant. Elle aurait jamais laissé son gamin derrière. Hein. Non, en tout cas, on a échangé avec la maman de Lydie, on a échangé avec tous les membres de la famille, les tantes, les cousines, et tout le monde est convaincu qu'elle aurait jamais laissé son enfant. C'était le centre de sa vie. Encore un mot, Maître Corinne Herman, on peut pas dire que la justice se précipite. Hein. À l'époque, désignation d'un magistrat instructeur, je crois que c'est 4 mois. Enfin, tout ça va très lentement. Il n'y a pas tellement de vérifications qui sont faites dans le pavillon. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de vérification dans le pavillon, en tout cas pas de police technique. Alors qu'on la connaissait à l'époque, la police technique, elle existait déjà. Donc, mais non, il n'y a pas beaucoup de vérifications. Surtout, on s'intéresse pas beaucoup à cette dame. Elle va revenir à la fin des fêtes. Elle a dû partir dans un voyage avec quelqu'un, et on va en fait commencer les recherches au moment où elle est censée reprendre son travail après les fêtes. Donc, on attend après les fêtes 15 jours pour se dire que peut-être il va falloir la rechercher. On a déjà perdu tous les indices. Et puis c'est une majeure, donc on se dit après tout, elle fait sa vie. Elle allait pas bien, elle est partie avec un autre homme. C'est ce qu'on te dit. Elle fait sa vie, mais je le répète juste très très rapidement, une personne qui n'a pas réintégré son domicile est forcément en danger quelque part. Sophie Loger, alors on dit ce début d'enquête, il est un petit peu problématique, il est chaotique, ça n'avance pas. La gendarmerie évidemment est officiellement prévenue, elle est sur le terrain, mais vous aussi vous faites des recherches de votre côté. Oui, bien sûr, on cherche. On a été faire une grande forêt, pas loin de Argentan. Je sais plus le nom de cette grande forêt. On a essayé de chercher toute une après-midi, toute une journée, pour voir si on pouvait la retrouver. On a cherché, on n'a rien trouvé. C'est épuisant, ça, hein, de rechercher quelqu'un. On ne sait pas où cette personne. C'est épuisant et on a peur aussi. On a peur. Mais quand on est sûr de quelque chose, il faut absolument qu'on trouve. Bien sûr. Et c'est ça qui est le plus long. Il y a une espèce d'adrénaline comme ça, qui fait que vous avez envie de retrouver la personne, même si vous avez pressenti quelque chose de mauvais. Hein. Ah oui, ça c'est... C'est étonnant d'ailleurs, cette espèce de... Ouais, je pense qu'elle devait m'appeler et puis voilà, je n'étais pas présente. Comme une prémonition. Ouais, c'est ça. Le dossier va être rouvert 6 ans plus tard, à la recherche d'un cadavre dans la campagne normande. 2004, plus de 10 ans après la disparition de Lydie Loger, le parquet d'Argentan relance les investigations. Il s'agit cette fois de dresser une liste exhaustive des cadavres non identifiés recensés dans la région normande. Des comparaisons dentaires et ADN sont programmées. En 1999, sur les indications d'un sourcier, une des sœurs de la disparue s'était retrouvée dans l'ancienne propriété du mari de Lydie. Elle avait eu la surprise de tomber sur des ossements
mais trop anciens pour être ceux de la disparue. Les gendarmes avaient donc exclu cette piste. La réouverture du dossier permet de réentendre le mari. Ce dernier ne varie pas de version. Aucun élément à charge n'est retenu contre lui. Après quelques mois de recherche, l'affaire retombe dans le silence. Les sœurs tentent tant bien que mal d'alerter l'opinion, sans succès. On s'est sans doute mal débrouillé, on n'y connaissait rien, et puis on espérait au fond que Lydie revienne, indiquent les sœurs au journal Libération. 2009, deuxième non-lieu. 2016, les policiers qui travaillent sur le dossier Fourniret, ceux de l'OCRVP, l'Office de répression des violences aux personnes, sont destinataires d'un rapport qui recense une vingtaine d'empreintes génétiques répertoriées dans le fourgon Citroën C25 blanc utilisé par le tueur en série. Les parquets de France sont alertés de cette découverte, à eux de transmettre des prélèvements ADN jugés utiles pour les comparaisons. En 2018, le procureur d'Argentan adresse ainsi un échantillon ADN de Lydie Loger. Contre toute attente, la comparaison match. Un élément pileux féminin prélevé sous le tapis bleu du fourgon correspond à l'identité génétique de la disparue. Les experts restent prudents car il s'agit d'un ADN mitochondrial transmis par la mère et non d'un ADN nucléaire beaucoup plus fiable transmis par les deux parents. Une contre-expertise beaucoup plus pointue confirme toutefois la correspondance ADN. Février 2019, la nouvelle de la possible implication de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans le dossier Loger est révélée par le journal Le Parisien. Le procureur d'Argentan, Hugues de Filly, confirme les résultats des tests tout en restant sur la réserve. Il s'agit d'un lien ténu, fragile, car nous sommes sur des matériaux anciens. Il n'est pas possible d'avoir une certitude à 100%, déclare-t-il. Les sœurs et les proches de la disparue sont sous le choc. Tout le monde a du mal à établir un lien entre la disparition de Lydie et l'ogre des Ardennes. Le procureur complète. Beaucoup de pistes ont été étudiées. Suicide, disparition volontaire, entourage familial. C'est un dossier qui était et qui reste sensible, dont les plaies sont ouvertes. Les enquêteurs restent donc prudents. Tout d'abord, parce que la date de la disparition de Lydie, décembre 93, est au cœur même de la période blanche de Fourniret, 10 années, 1990-2000, où aucun crime n'a jamais été imputé au couple vivant en Belgique, dans les Ardennes. Ensuite, parce que Fourniret s'en serait pris à une femme de 29 ans alors qu'il visait surtout des préadolescentes obsédées par leur possible virginité. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui a expertisé Michel Fourniret, tempère cet avis. On a pu voir chez lui des crimes d'opportunité comme celui de Farida Amish où le mobile est financier. C'est un tueur multicarte. Le psy s'interroge. Cette femme avait-elle ou possédait-elle quelque chose pour attirer Fourniret ? Question posée par le psychiatre Daniel Zaguri, qui est un éminent psychiatre et qui effectivement a beaucoup travaillé sur le dossier Fourniret. Et cette question, elle semble aujourd'hui toujours ouverte. À l'époque, Michel Fourniret est toujours vivant lorsqu'il y a cette découverte de l'ADN. Sa santé décline à grands pas, mais on peut encore l'interroger, ce qui va être fait. Et on va voir ce qu'il va dire, ainsi que Monique Olivier, dans cette affaire, dans la suite de l'heure du crime. Alors, l'ADN vient de toute évidence permettre de faire un bond en avant dans le dossier Lydie Loger. Maître Corinne Herman, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que c'est bien l'ADN de Lydie Loger qui est dans le fourgon de Fourniret ? Alors vous savez, on évalue un ADN à la force de la comparaison, mais aussi à l'environnement. C'est-à-dire qu'un dossier criminel, c'est un tout. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est Michel Fourniret. Il a, lui, fourni un certain nombre de détails qui nous font penser, qui nous dit, qui nous fait des aveux un peu à sa façon, alambiqués, mais néanmoins qui nous parle d'elle. Et puis surtout, cette empreinte génétique, elle a été revérifiée plusieurs fois. Elle a été revérifiée à partir de prélèvements faits sur des objets qui ont appartenu à Lydie Loger. Elle a été poussée plus loin, c'est-à-dire qu'on allait voir d'autres parties de l'ADN qui composent l'ADN pour aller plus loin que ce qu'on fait habituellement en matière criminelle, et ça a tenu à chaque fois. Donc cet ADN, il est démontré pour moi. Cet élément pileux est sous un tapis de sol, et on sait que Michel Fourniret, quand il change de véhicule, transporte ses tapis de sol, transporte son matériel. Et ça, c'est heureux pour l'enquête, parce que j'ai envie de dire, Fourniret, il conserve tout. Il conserve tout.
Ouais. Il le dit d'ailleurs dans ses courriers quand il est interrogé. Recherchez parmi mes papiers, recherchez parmi mes affaires, vous trouverez. Alors là, on a la chance qu'il y ait eu un élément pileux qui se soit accroché à ce tapis, comme on peut le faire aussi nous quand on change de voiture, changer des affaires, voilà. Et puis il y a le contexte. C'est la route en tout cas, Lydie Loger se trouvait sur une route qu'il pouvait emprunter régulièrement, plusieurs fois par an, pour aller à Nantes, voir les beaux-parents ou voir la famille de Monique Olivier, pour aller en vacances du côté de Quimper, puisqu'ils allaient régulièrement du côté de Quimper, et on est vraiment juste je dirais au milieu de ces deux routes. C'est ça. Ouais. C'est son parcours. Et donc maintenant, il faut vérifier d'autres choses. Est-ce que cette année-là, Noël, ils ont bougé? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont allés chercher de la famille pour Noël comme ils le faisaient parfois? Voilà, on a encore des vérifications à faire. Encore un détail, et qui n'est pas mince, ce détail, maître Corinne Herman, c'est que on est au cœur de la fameuse période blanche, là, de Michel Fourniret. Alors on a toujours dit qu'on n'avait jamais trouvé aucun crime lors de cette période, 10 années quand même, 90-2000. Ça voudrait dire qu'il a pu continuer à agir. Mais c'est certain qu'il a agi pendant cette période. Il le dit lui-même, je commettais au moins 2 crimes par an. Donc de 90 à 2000, il y a, selon lui, 20 crimes. Alors, évidemment, il peut nous jouer avec nous. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Monique Olivier, elle, dans un interrogatoire, nous dit qu'il y a un crime en 97. Elle explique, elle décrit la victime qui n'a pas été trouvée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle se trompe d'une année à l'autre? Mais en tous les cas, elle dit bien que pendant cette période blanche, ils ont commis un crime en 97. Donc, voilà, Lydie Loge, ça n'est pas anormal. Ensuite, il faut savoir qu'il commettait des crimes, peut-être qu'on peut appeler d'opportunité, peu importe. Mais en tous les cas, moi, j'ai recensé 23 femmes qui avaient plus de 20 ans qui ont été approchées, agressées par lui. Donc, oui, donc on n'en reste pas à des jeunes filles de 12, 15, 16 ans. La virginité, c'est un faux prétexte, je le dis depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est sur le dossier. C'est important de le il n'y a que 3 petites filles, une préadolescente, ensuite ce sont des adolescentes, ce sont des femmes dans la rue quand on les croise, elles ont l'air de femmes, et ensuite ce sont des femmes plus âgées qui l'approchent, notamment avec l'aide d'un véhicule. Ils jouent. Il joue, et puis il y a l'argent aussi, parce que ça on peut en parler. Dans les motivations, il peut aussi décider d'aller prendre de l'argent. Alors, c'était le cas pour Farida Amish, mais dans un cadre un peu particulier. Je suis convaincue que Farida, il la voulait, qu'il voulait la tuer parce qu'elle appartenait à un codétenu puissant. Voilà, et il avait l'argent, mais il n'était pas obligé de la tuer. Sophie et Virginie Loger, vous êtes également nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, les sœurs de Lydie Loger. Alors quand on retrouve l'ADN de Lydie dans le fourgon de Fourniret, comment est-ce que vous apprenez la nouvelle et quelle est votre réaction? Ça a été très difficile parce que on n'était pas au courant. On l'a appris comme ça, par la radio, la télévision. Pour nous, ça a été un choc. Les enquêteurs vous ont pas appelé? Non. Non. On aurait bien aimé justement qu'ils nous appellent avant de faire revoir des choses comme ça, quoi. Que l'on se prépare. Ne serait-ce pour préparer ma maman à l'époque. Je crois aussi, effectivement, ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose. Donc ça, alors il y a ce choc qui est émotionnel, évidemment, écrasant, parce que là, vous vous reposez des questions sur savoir ce qu'est devenu votre sœur, c'est ça? On se fait beaucoup de films, de savoir, voilà, c'est horrible, quoi. Alors, vous allez découvrir toutes les deux le personnage Fourniret. Sûrement, vous les aviez entendu parler de cet homme dans les journaux, à la télé, à la radio. Vous arrivez à faire le lien avec cet homme-là? Vous dites, mais qu'est-ce que... Mais non, parce que pour moi, c'est même pas un homme, c'est un monstre, donc c'est pas un être humain, non. On peut pas imaginer ce genre de gens. Impossible. Ouais. Et est-ce que vous cherchez, parce que vous m'avez dit, vous avez enquêté au début, enfin enquêté entre guillemets, vous avez recherché votre sœur, mais avec vos moyens et avec votre volonté et votre ténacité. Est-ce que là vous essayez d'en savoir plus? Bien sûr. Est-ce que vous sollicitez les autorités pour leur dire, bon, cette fois il faut nous parler? Oui. Ne serait-ce demander au monstre de savoir, de nous dire, quoi. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre, au cas où. Bien sûr. Donc elle peut peut-être... Mais c'est des gens qui n'ont pas de courage. Non, c'est d'une grande lâcheté. Oui. C'est d'une grande lâcheté. Alors, Fourniret, il va dépérir, lui, il va perdre la mémoire. Vous êtes tenu au courant de ça, le fait que ça va être compliqué avec lui? Oui. Et alors, oui. Comment est-ce que vous vivez ça? Vous dites la vérité, elle est à nouveau en train de s'envoler? Oui, c'est ça, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, quoi. On saura. L'ADN a parlé. Les acteurs principaux, Michel Fourniret et Monique Olivier, vont être interrogés.
Donc la période des années 90, vous avez 2 tentatives d'enlèvement et aucun meurtre. Ça colle pas. Un tueur en série peut pas s'arrêter comme ça. Pendant 10 ans, il y a forcément d'autres victimes. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition inexpliquée en 1993 dans un village de Normandie de Lydie Loger, 29 ans. Aucun témoin, aucun indice, aucune arrestation, aucun corps retrouvé. 2019, son ADN détecté dans le fourgon de Fourniret. Le tueur et son épouse sont interrogés. Mardi 12 novembre 2019, dans l'après-midi, Michel Fourniret et Monique Olivier sont placés en garde à vue dans le dossier Lydie Loger. Les policiers de l'OCRVP sont depuis longtemps habitués aux difficultés d'interroger le tueur en série, un homme mouvant, fluctuant, capable de se refermer comme une huître. Difficulté désormais accrue en raison de l'état de santé déclinant du suspect. À 77 ans, il commence à montrer des signes sévères de la maladie d'Alzheimer. Parfois lucide, puis soudain plongé dans un épais brouillard mental. Il ne nie pas formellement son implication dans la disparition de Lydie Loger. Les enquêteurs lui présentent une photo de la disparue. Il la regarde longuement, puis lâche, comme à son habitude, quelques mots évocateurs. Son visage me dit quelque chose. Il va poursuivre ses confidences en ajoutant qu'il ne voit que lui pour avoir mis fin à ce qu'il appelle le parcours de vie de cette jeune femme. Il va jusqu'à mimer un geste d'étranglement. Impossible de savoir si le tueur joue avec ses interlocuteurs ou dit la vérité. Monique Olivier assure pour sa part n'avoir strictement rien à voir avec tout ça. Elle ignore tout de cette Lydie Loger. Les policiers s'efforcent désormais à savoir si Michel Fourniret pouvait se trouver dans la région d'Argentan à la Noël 1993. À l'époque, il habitait sa maison de Sarcustine en Belgique. Il travaillait à droite, à gauche sur divers chantiers de construction. Il était régulièrement employé par une entreprise de bâtiments belge. Aucune trace de Fourniret n'est retrouvée à cette période en Normandie, mais il aurait très bien pu se déplacer dans cette région alors que son fils Nicolas, décédé en 1995 dans un accident, était en train de s'y installer en qualité d'ouvrier forestier. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, c'est maître Corinne Herman, avocate de la famille de Lydie Loger. Corinne Herman, il y a cette parole de Fourniret, vous en avez lu et vu, entendu des paroles de Fourniret. En parlant de Lydie Loger, il dit « son visage me dit quelque chose ». Alors comme ça veut pas dire grand-chose, j'ai envie de dire, mais c'est énorme pour les enquêteurs déjà. Oui, c'est énorme parce que lorsqu'on connaît Michel Fourniret, on sait très bien que s'il ne connaît pas la personne, il va immédiatement nous le dire ou en tout cas jouer avec les enquêteurs pour leur faire comprendre qu'ils sont sur une mauvaise piste et qu'ils n'ont pas bien travaillé. Quand les enquêteurs ont bien travaillé, il va donner lâcher un peu de lest pour voir ce qu'ils ont par la suite. Donc quand il nous dit ça, il l'a dit pour Johanna Parrish, il l'a dit pour Marie-Angèle Domèche, il l'a dit pour Estelle Mouzin au début de ces interrogatoires. Et on voit aujourd'hui que ces dossiers sont renvoyés et il nous le dit à la même époque pour Lydie Loger. Ça commence toujours comme ça avec Fourniret. Oui, c'est une petite phrase et puis après on travaille dessus, c'est ça ? Il faut travailler dessus, il faut l'interroger, le réinterroger. Mais oui, c'est toujours une petite phrase qui vous remet dans le contexte et qui vous donne un tout petit élément pour se remettre dans le contexte. Monique Olivier, elle est entendue aussi à la même époque, le même jour d'ailleurs. Elle ne se souvient de rien. Monique Olivier nie tout, dit qu'elle n'est pas là, qu'elle ne sait rien, mais faut savoir que Monique Olivier sait absolument tout des faits et gestes de Michel Fourniret. Elle nous l'a dit à plusieurs reprises, mais on le sait, c'est juste qu'elle n'a plus envie de parler à ce moment-là, qu'elle n'a pas envie de parler. Sophie Loger, vous êtes l'une des sœurs de Lydie Loger, également notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez le sentiment ou la certitude que c'est Michel Fourniret qui a fait du mal à votre sœur ? Par rapport au test d'ADN qu'ils ont retrouvé dans la camionnette, là où... Et la certitude, je ne l'ai pas tant que j'aurais pas retrouvé le corps de ma sœur. Ça, vous espérez toujours, Virginie, je sais que vous êtes très émue, et on vous entend pas trop, mais vous espérez toujours retrouver le corps de votre sœur ? Bien sûr, bien sûr, pour essayer de faire notre deuil. Je sais pas si c'est comme on pourra un jour faire le deuil, mais ça restera toujours compliqué de toute façon, mais... Compliqué effectivement de faire le deuil pour cette famille tant qu'on n'a pas retrouvé de corps, et c'est l'espoir effectivement que des recherches aboutissent et prospèrent avec cette relance de l'enquête. Maître Corinne Herman, Fourniret va produire, je crois, une facture établie sur un chantier le 18 décembre 93 en Belgique,
puisqu'il travaille dans le bâtiment à l'époque. Il dit lui-même qu'il est devenu un castor. Ça va être sa réflexion lorsqu'on va lui demander ce qu'il faisait pendant cette période. Il dit, il travaillait. Elle a du poids, cette facture? Elle est crédible ou pas? Parce que ça voudrait dire qu'il était en Belgique et qu'il n'était pas en Normandie. Mais en fait, c'est comme l'appel téléphonique dans le dossier d'Estelle Mouzin. Ce sont des faux alibis. Il joue beaucoup, il prépare ses alibis, il était indépendant, il donnait des coups de main à une entreprise. Le collègue qui travaillait avec lui occasionnellement ne se rappelle pas. Et la facture nous démontre qu'elle a pu être faite le lendemain, le surlendemain. Il pouvait très bien ne pas être sur le chantier. En tout cas, on ne le situe pas sur ce chantier ce jour-là. Et puis surtout, il pouvait faire son chantier et arriver à Saint-Christophe-le-Jajolais sans problème. Et le timing le permettait. Michel Fourniret en dira-t-il davantage? Une course contre le temps et la maladie est lancée. Mardi 22 décembre 2020, un an après sa garde à vue et ses demi-aveux dans l'affaire Lydie Loger, Michel Fourniret, 78 ans, est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort par la juge parisienne Sabine Kéris. C'est elle qui centralise les dossiers sur le tueur en série. Le suspect, qui est incarcéré à la prison d'Insisheim en Alsace, a été mis en examen sur son lit d'hôpital. Il ne peut être entendu. Ces derniers mois, son état neurologique s'est considérablement dégradé. 3 semaines plus tard, Monique Olivier est à son tour mise en examen pour complicité dans le dossier Loger. Ma cliente a toujours aidé la justice quand elle le pouvait, mais ici, elle n'a rien à voir, indique son avocat, maître Richard Delgenès. Le psychologue Jean-Luc Ployer, qui a expertisé à plusieurs reprises Michel Fourniret, estime que le couple a très bien pu faire des victimes, dont Lydie Loger, en ce milieu des années 90, où aucun crime n'a pourtant été détecté. Il est difficile de les imaginer appuyés sur le bouton pause pendant 10 ans, déclare-t-il. Les enquêteurs, confrontés à un tueur qui perd la mémoire, se retrouvent engagés dans une course contre la montre, à la recherche d'indices attestant la présence de Fourniret en Normandie en décembre 93. Les témoignages sont rares. En mai 2019, une femme qui avait 11 ans en 1990 dit avoir été abordée un jour par un couple qui avait voulu la faire monter dans une voiture. Un voisin était intervenu juste à temps. Le témoin indique que la scène s'était déroulée près de Saint-Christophe-le-Jajolais, le village où vivait Lydie Loger. Il s'agissait bien, selon elle, du couple Fourniret-Olivier. 10 mai 2021, le tueur en série s'éteint sans avoir jamais pu vraiment être questionné sur le dossier. Et là, effectivement, c'est la pièce principale du puzzle qui manque, parce qu'avec la disparition de Fourniret, on va encore se poser beaucoup de questions, mais en tout cas, on ne risque pas d'avoir des réponses directes. Le suspect est mort, maître Corinne Herman, vous défendez dans cette affaire, je le répète, la famille de Lydie Loger. Le suspect est mort. Finalement, l'espoir aujourd'hui, il se reporte sur Monique Olivier. C'est la seule à avoir la mémoire de ce couple. L'espoir se reporte sur elle et il va falloir qu'on l'interroge en tenant compte des éléments qu'on a et de sa personnalité. L'espoir se reporte sur Madame Kéris, qui est la juge d'instruction qui suit ce dossier et qui connaît très très bien le couple et très très bien Monique Olivier. L'espoir se reporte sur des témoignages aussi qui pourraient encore arriver. Maintenant, il nous a laissé un témoignage, il nous a laissé des éléments. Michel Fourniret écrivait beaucoup. Il a laissé quelques indications. On espère qu'on va pouvoir les exploiter. Alors un mot sur Monique Olivier. Autant Michel Fourniret, il était difficile à appréhender, mais c'est la copie conforme de son mari, Monique Olivier, parce que c'est compliqué aussi de l'aborder. Il faut savoir parler le Monique Olivier, c'est ça? C'est plus compliqué encore que Michel Fourniret, parce qu'une femme est très difficile à interroger. On sait faire avec les tueurs en série, on sait faire avec les hommes. Les femmes, c'est beaucoup plus complexe. Une femme va jouer la victime, va jouer ce qui est son intérêt d'abord, et elle va jouer sur plusieurs modes. Donc il faut vraiment bien la connaître et la décrypter. Moi, j'ai pu l'interroger à plusieurs reprises, notamment dans des fouilles. C'est très perturbant, c'est très compliqué. Et c'est-à-dire qu'elle esquive les questions. Alors déjà, elle nous dit peu de mots à l'heure, on a envie de dire, donc c'est très long. Il faut être très patient, vraiment savoir aussi regarder le comportement, les moments où elle va être, je dirais, avec nous, et les moments où elle sera pas. Et Monique Olivier, il faut pas l'interroger sur plusieurs choses. Il faut vraiment l'interroger sur le dossier en cours. Elle a besoin de cerner ses pensées, elle a besoin d'être sécurisée, mais elle joue avec nous.
Elle jouait, comme jouait d'ailleurs Michel Fourniret, qui je dirais pire. Moi, je dirais pire parce que c'est beaucoup plus difficile à... C'est plus pervers, finalement, hein. C'est devenu plus pervers. Voilà. Elle est devenue une pro de l'interrogatoire, quand même. Virginie et Sophie Loger, vous êtes les sœurs de Lydie Loger et vous êtes également nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors, c'est une enquête qui a pris beaucoup de retard. Au début, on peut pas dire que les autorités se soient précipitées. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à la justice? Tout à fait. Si les gendarmes nous avaient écoutés dès le départ, on aurait été plus rapide. On aurait pu communiquer correctement avec son mari pour aider à trouver, à comprendre, puisque lui connaissait bien Lydie aussi. Savoir que Lydie ne peut pas rester seule, que Lydie... on aurait pu faire plein de choses, beaucoup plus rapidement. Et ça n'a pas été fait? Non. Ça n'a pas été fait. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui, c'est toujours facile ou difficile à dire, je sais pas, mais avec le recul, est-ce que vous en voulez à la justice? Tout à fait. Ouais. Oui. Et bien pourquoi? Qu'est-ce qui vous... Parce qu'ils ne nous ont pas cru aussitôt. Parce que certains gendarmes m'ont dit comme ça, vous savez, les femmes c'est volage, bien sûr. Votre sœur elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. Mais quand on ressent quelque chose, on connaît quand même mieux notre famille qu'un étranger. Donc il aurait fallu qu'ils puissent nous écouter, mais à l'époque, non, ils n'écoutaient pas. C'est brutal. Ouais, c'est très brutal. Vous savez que vous avez pris beaucoup de coups tout de suite dans cette affaire. Hein. Fourniret est mort, la famille ne baisse pas les bras pour autant, toujours à la recherche de témoignages. 21 juin 2023, Sophie et Virginie Loger, 54 et 48 ans, lancent un appel à témoins sur RTL. Il y a des gens qui ont vu et entendu qu'il n'est pas peur de parler. Un petit détail de rien du tout, ça peut nous guider, indiquent les sœurs de Lydie Loger. On sait bien qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous, parlez, on a besoin de savoir, ajoute-t-elle. Malgré des fouilles dans les bois et un étang tout proche, les gendarmes n'ont jamais retrouvé le moindre indice. Toutes les pistes ont été explorées. Celle menant à Michel Fourniret, aussi ténue soit-elle, va être étudiée très attentivement. Et voilà ce qu'on disait avant la mort évidemment du tueur en série, mais cette piste elle est toujours active en dépit effectivement du décès de Michel Fourniret. Michel Fourniret est mort, Monique Olivier, 74 ans, doit comparaître seule en novembre 2023, là c'est dans quelques mois, aux assises pour complicité dans les meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Parish, Marie-Angèle Domèche. Maître Corinne Herman, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que Monique Olivier comparaîtra un jour de la même façon dans le dossier Lydie Loger? On l'espère. Je crois que la famille l'espère et nous, en tous les cas, en tant que professionnels, on l'espère. Il va falloir encore travailler pour affiner le scénario de ce meurtre, mais on espère qu'elle sera effectivement mise en accusation. Alors ça va être long parce qu'il y a toute une enquête à dérouler et pas forcément. Pas forcément. Je vous sens optimiste. Je le suis toujours, vous le savez, sinon je ferais pas ce métier. Mais oui, pas forcément, parce que il nous manque des éléments. On va voir ce qui va apparaître dans le dossier, mais il y a aussi des recherches de son corps qui vont être organisées d'ici Noël, je pense. Et on peut toujours avoir une chance de la trouver, et ça raccourcira le temps. Ouais, c'est-à-dire que il y a un périmètre qui est peu à peu cerné, c'est ça, en matière de recherche de corps. Évidemment, on va pas chercher dans toute la région de Normandie. Non. Et là, il y a quelques peut-être points d'accroche de retombée, c'est ça? Tout à fait. Il y a quelques petits points de chute qu'il faut aller vérifier. Alors, revenons, Maître Corinne Herman, à cet appel à témoins qui est lancé par Virginie et Sophie Loger, et puis la famille Loger en général, pour essayer de retrouver un témoin. Alors, on a l'impression comme ça que des années après, c'est impossible, que la mémoire a disparu, que les gens ne vont plus se manifester. Mais non, c'est presque tout le contraire dans les affaires criminelles. Souvent, dans ces affaires très anciennes, en fait, des moments que vous avez vécus, des images restent, je dirais, imprégnées dans votre mémoire, mais vous avez pensé sur le moment que ça n'avait pas d'importance. Et puis, comme on mettait en cause quelqu'un à l'époque, on se dit, ce que moi j'ai vu, ça n'a peut-être pas d'importance. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut relancer la mémoire, qu'il faut relancer les témoins qui n'ont pas osé parler, n'ont pas
voulu aller voir les gendarmes pour X et Y raison. Peut-être qu'ils ont vu un véhicule qui était celui de Michel Fourniret, qu'ils ont vu quelqu'un qui était garé anormalement. On l'a vu dans d'autres dossiers, hein. On l'a vu dans Estelle Mouzin, on l'a vu dans d'autres dossiers. Et puis Michel Fourniret, c'était quelqu'un d'assez liant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il discutait avec les gens, hein. C'est pas quelqu'un qui restait derrière son volant. Il allait voir les gens, il discutait, il pouvait même pas se lier d'amitié, mais enfin il se faisait des contacts comme ça. Donc on l'a peut-être vu, c'est ça qui me fait dire qu'on l'a peut-être vu à ce moment-là. On a peut-être vu le couple. C'est ça. On a peut-être vu le couple avec son bébé, puisque c'était leur grand système quand ils partaient d'utiliser le bébé, de demander l'adresse d'un médecin, etc. On a peut-être vu ce couple arrêté à l'orée d'un bois qui faisait quelque chose de bizarre. On a des chasseurs, on a des pêcheurs, on a des promeneurs. Ils voient des choses et souvent ils nous aident. Et donc 30 ans après, un événement un peu anormal qui sortait de l'ordinaire, quelqu'un qui s'est mis en colère dans un magasin, elle a peut-être parlé elle d'un couple qui l'avait approché. Donc tout ça, on en a besoin. Ce sont des détails pour les personnes, mais pour nous, c'est très important. Et effectivement, c'est très important. Et c'est très important pour vous, Virginie et Sophie Loger. Vous êtes également nos invités aujourd'hui, les sœurs de Lydie Loger. Sophie Loger, la dernière fois que vous avez eu au téléphone votre sœur, c'était quand ? Moi, ma sœur, je l'ai eu au téléphone le jeudi soir. Là, elle m'a appelé pour me demander d'appeler son ex-mari pour pouvoir passer Noël et jour de l'an avec elle. Et je lui ai dit, écoute, Lydie, je peux pas l'appeler, il est trop tard. Faut que tu voyes ça avec lui directement. Donc, effectivement, elle s'est sentie abandonnée parce que j'ai pas fait ce qu'elle m'a demandé. Là, vous culpabilisez, sûrement. Ouais. Mais elle allait bien. Elle était dépressive. Comme toute personne qui est en instance de divorce, sa vie va basculer, tout va basculer. Donc non, elle était pas bien. Elle n'était pas bien du tout. Vous lancez cet appel à témoins, effectivement, les sœurs Loger, Virginie et Sophie Loger. Je vous donne l'adresse mail où on peut témoigner, témoignage au pluriel, .coldcase.tj-nanterre@justice.fr, et c'est sur le site évidemment de l'heure du crime. Virginie et Sophie Loger, c'est une histoire, je suppose, qui a totalement bouleversé votre famille. On dit toujours que ce genre de drame, ça n'arrive qu'aux autres. C'est vrai que c'est inimaginable, quoi. On n'y croit pas. Non, c'est compliqué. Vous avez mis combien d'années à vous faire une idée, à dire que ça c'était fini? Moi, je l'ai ressenti aussitôt, donc moi, j'avais juste besoin de la retrouver. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je savais pas quoi exactement. Virginie, aujourd'hui, il faut la retrouver, ça c'est une priorité. Ouais. Pour la famille, c'est très important, et je le comprends complètement. Il faut peut-être aussi un procès. Après tout, Fourniret, il a fait des demi-aveux. Il y a cette trace ADN dans sa camionnette. On peut très bien imaginer que le cas Lydie Loger, il soit jugé aux assises. J'espère bien. Ça, vous avez envie aussi. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit fini, il faut que ça se termine, cette histoire. Faut surtout c'est surtout pour moi, c'est important, c'est de pas relâcher ce genre de monstres. Quand on les lâche, faut être sûr qu'ils recommenceront pas, parce que il a déjà été en prison pour attouchement, simplement, à l'époque. Mais ils l'ont fait ressortir. Et depuis, il a tué beaucoup d'enfants et de jeunes femmes. Donc, avant de les faire relâcher, faut y réfléchir à deux fois, quoi. C'est ma dernière question. C'est un cauchemar qui vous hante et qui hante encore la famille Loger aujourd'hui? Tout à fait. Puis on n'oubliera jamais. Puis on peut pas oublier, de toute façon. C'est impossible. Impossible. Merci Sophie et Virginie Loger et Maître Corinne Herman d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.